Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler très rapidement de quelques points sur le dimensionnement des écrans de soutènement selon l'Eurocode 7. Et comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous avons annoncé notre prochaine formation complète sur le dimensionnement des ouvrages de soutènement, donc qui englobe les murs de soutènement et les écrans de soutènement. Cette formation débute le 24 avril et je souhaiterais juste vous rappeler que les inscriptions sont en cours pour les personnes encore intéressées. Quelques places sont encore disponibles. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire soit par notre adresse mail qui s'affiche là au bas de l'écran à droite, stevewinston@gmail.com, ou vous nous contactez directement sur WhatsApp et nous sommes très réactifs. Et avant de commencer, je souhaiterais déjà dire merci à tous ceux qui nous soutiennent en mettant des likes et en partageant notre contenu. Et je voudrais vous appeler, s'il vous plaît, à davantage nous soutenir. En regardant nos statistiques, nous nous rendons compte que les non-abonnés constituent plus de 84% de ceux qui suivent notre contenu. Donc, si vous aimez bien ce qu'on fait, merci de bien vouloir nous encourager en vous abonnant à notre page, en likant notre contenu, en partageant avec vos amis autour de nous. Ça nous booste, ça nous motive à faire davantage de contenu. Pour ceux qui ont du mal à le faire, alors c'est très simple. Lorsque vous suivez une vidéo sur notre chaîne, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton qui est juste là en bas. C'est un bouton rouge, vous abonner. Et également, vous pouvez activer la cloche de notification qui est juste à côté. Et vous prenez toutes les notifications. En fait, l'idée c'est que vous puissiez être averti par YouTube chaque fois que nous produirons une nouvelle vidéo. Donc, si vous aimez bien notre contenu, merci de le faire pour rester au courant de tout le contenu sur les sujets géotechniques que nous produisons. Donc, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Je parlais des écrans de soutènement et comme nous allons le voir dans la formation complète qui commencera à la fin de ce mois, dans le 24 avril, il y a plusieurs modes de rupture des écrans de soutènement. Donc, l'un des modes principaux que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, c'est la rupture par défaut de butée. Donc en fait, c'est une rupture qui se produit par rotation de l'écran lorsque la butée est très proche, la butée mobilisée est très proche de la butée mobilisable. En gros, lorsque nous avons notre écran de soutènement là, alors qu'est-ce qui se passe? Cette terre-ci qui est retenue par l'écran de soutènement a tendance à pousser le mur par la force active qui se développe de ce côté. Et cette force active a tendance à pousser le mur, donc elle a tendance à déplacer le mur, ce qui fait qu'il se développe là des contraintes actives qui cherchent à déstabiliser l'écran de soutènement. Et cet écran de soutènement peut résister à cette poussée active là par la butée qui se développe du côté de la fouille. Donc la butée est souvent appelée la force passive qui se développe de ce côté de la fouille. Il faudrait que pour qu'on n'ait pas ce défaut de butée, il faudrait tout simplement que cette résistance-ci soit supérieure à la poussée qui s'exerce liée au volume de terre qui est du côté droit. Donc en gros c'est ça l'idée. Du coup la butée mobilisée en fait c'est la résistance, mais la force passive mobilisée lorsque l'écran se déplace de manière infinitésimale. Donc l'idée c'est que dans ce déplacement, il faudrait que ça reste tolérable, sinon résistant du côté de la fouille va entrer en rupture. Donc le sol résistant va atteindre sa résistance limite qui est la butée mobilisable et il va entrer en rupture suivant ce plan de rupture matérialisé. Donc l'idée c'est qu'on n'en arrive pas là et que la butée mobilisée, donc la butée mobilisée par la poussée des terres de ce côté, n'atteignent pas la valeur limite qui est la butée mobilisable. Donc c'est la première chose qu'il faut vérifier. Et nous avons plusieurs configurations. Nous avons la configuration où on a un écran de soutènement en console, comme dans ce cas-ci où il n'y a aucun appui, donc où la résistance de l'écran est due uniquement à la force passive ou bien à la butée développée au niveau du fond de fouille. Mais nous avons aussi les cas où la butée n'est pas suffisante. La butée à elle seule, elle n'est pas suffisante pour pouvoir résister à la force, à la poussée. Donc, à la poussée qui se développe derrière l'écran. Et dans ce cas, on est souvent amené à
utiliser des appuis pour ajouter ou bien pour augmenter la résistance de l'écran de soutènement. Donc plusieurs types d'appuis sont souvent proposés, les butons comme sur cet exemple ici, ou bien les contre-butées, les tirants d'ancrage. Donc le défaut de butée consiste justement à vérifier que, pour synthétiser, que ce volume de sol-ci va résister à la poussée des terres et ne va pas entrer en rupture par rotation tel qu'on vient de l'expliquer. Ce qu'il faut noter, c'est que pour les situations de projet durable, euh, la butée mobilisable ne doit être atteinte nulle part. Donc pour l'état de projet à long terme, donc pour lorsque le projet sera, lorsque l'écran sera en exploitation, alors le dimensionnement doit se faire de telle manière que la butée mobilisable ne soit atteinte nulle part, c'est-à-dire la valeur limite de la butée ne doit être atteinte nulle part, surtout pour les sols surconsolidés. Et s'il y a certains endroits de manière locale où ceux-ci entrent de temps à autre en rupture, donc atteint la butée mobilisable au fil du temps par fatigue, ça peut créer une rupture générale. Donc pour éviter cela, pour les sols consolidés surtout, mais d'une manière générale pour tout type de sol, pour les situations de projet durable, il est préférable de vérifier le mur, de justifier le mur de telle manière que la butée mobilisable ne soit atteinte nulle part. Donc la butée mobilisée reste chaque fois inférieure en tout point à la butée mobilisable. Comme je l'ai dit, pour éviter ce problème de fatigue et de rupture par fatigue sur le long terme. Pour les situations de projet transitoire, il peut y en avoir des endroits de manière vraiment ponctuelle où la butée mobilisable est atteinte, mais il faudrait se rassurer que de manière globale, que la butée mobilisable ne soit pas, que la butée mobilisée reste inférieure de manière globale à la butée mobilisable, mais de manière ponctuelle, de manière locale, la butée mobilisée peut atteindre la butée mobilisable. Donc c'est la différence principale. Pendant la phase d'exploitation, jamais atteindre la butée mobilisable, mais pendant la phase de construction, dans la phase transitoire, de manière globale, elle ne doit pas être atteinte la butée mobilisable, mais de manière locale, ça peut être tolérable. Donc là, nous parlons de deux concepts principaux, la butée mobilisable, la butée mobilisée. Il y a plusieurs méthodes qui permettent de calculer ces deux butées pour se rassurer que la butée mobilisée reste inférieure à la butée mobilisable. Donc, pour les cas de projet courant, il y a deux méthodes principales qui sont utilisées pour cette vérification. Nous avons la méthode d'équilibre limite qui est souvent abrégée MEL et la méthode de MIS qui est la méthode d'interaction sol-structure. Et pour les cas exceptionnels, pour les ouvrages complexes et généralement les ouvrages appartenant à la catégorie géotechnique 3, on peut utiliser la méthode des éléments finis pour faire ce calcul, pour faire cette vérification. Et la norme d'application française de l'Eurocode 7 pour le dimensionnement des écrans de soutènement demande d'utiliser l'approche de calcul 2, donc les facteurs de sécurité qui doivent être utilisés en fait pour cette vérification de butée, de défaut de butée, c'est l'approche de calcul, c'est ce selon l'approche de calcul 2. Donc nous allons commencer par expliquer rapidement la méthode d'équilibre limite, le concept, et ensuite nous allons expliquer la méthode d'interaction sol-structure qui sont les deux méthodes couramment utilisées. Là nous allons juste expliquer le concept, mais dans le cadre de la formation nous verrons des exemples plus détaillés avec des cas pratiques pour voir comment est-ce qu'on applique chacune de ces deux méthodes. Donc pour la méthode d'équilibre limite, c'est tout simplement un équilibre de force et de moment. Donc le sol de ce côté a tendance à pousser, donc on parlait de la force active, a tendance à pousser notre écran de soutènement. Et cette poussée là par rapport à un point en dessous de la base de la fouille a tendance à créer un moment dans une rotation par rapport à un point situé en dessous de la base de la fouille. Donc l'idée, c'est de se rassurer que la force passive ou bien la force de butée que oppose le sol du côté de la fouille, que le moment créé par cette force ici est suffisant pour pouvoir résister
au moment créé par les forces actives. Donc le moment est calculé par rapport, comme je l'ai dit, à un point situé en dessous de la base, donc vers la fin de l'écran de soutènement. Donc il suffit de faire un équilibre de moment pour se rassurer que le moment créé par la force de butée est supérieur au moment créé par la force déstabilisatrice qui est la poussée. Donc, ce moment dépend de quoi? Le moment de la butée, lui particulièrement, il dépend de la fiche, c'est-à-dire l'épaisseur d'ancrage de notre écran de soutènement dans le sol. Donc, côté fouille, qui est appelé la fiche. Plus cette fiche est importante, plus la force de butée est importante, plus le moment résistant de butée est aussi important. Donc, l'idée dans ce dimensionnement, c'est de trouver la fiche minimale qui permet à ce que le moment créé par la butée soit supérieur au moment créé à la butée, donc le moment stabilisant, soit supérieur au moment créé par la force active, qui est le moment déstabilisant. Donc c'est ça l'équation, c'est ça le problème, trouver cette fiche-ci, cette longueur d'ancrage. Ça c'est pour les écrans de soutènement qui n'ont pas d'appui. Donc cette méthode justement est applicable pour les écrans de soutènement sans appui. Elle est vraiment pratique pour ce genre de vérification. Mais également, la norme dit qu'elle pourrait être utilisée pour les écrans de soutènement avec un seul niveau d'appui. Donc, par exemple, un seul niveau de butée ou un seul niveau d'ancrage. Et à ce moment-là, le point, si par exemple la butée est là, alors l'équipe de moment se fait par rapport au niveau de l'appui et non plus par rapport à un point en dessous de la base du déblai. Donc voilà pour ce qui est de la méthode d'équilibre limite. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la méthode d'interaction sol-structure qui est appelée la méthode MIS. Dans ce cas, en fait, l'écran de soutènement est assimilé à une poutre sur appui élastique d'inertie I et de module E et de largeur. L'unité qui se déforme sous le fait des actions, donc dans ce qu'il s'agit des actions, les poussées des terres sur l'écran de soutènement, et le module E, le module d'élasticité du matériau, dans ce qu'il s'agit du sol. Donc on peut le calculer à partir des formules empiriques qui peuvent être déterminées à partir de différents résultats d'essais. Par exemple, les essais pressiométriques, il y a des formules dans la norme, l'annexe F de la NFP 94-282, qui donnent des formules empiriques pour déterminer les modules et les coefficients de réaction. Cette méthode est généralement appelée la méthode au coefficient de réaction, donc, qui donne les formules pour pouvoir déterminer ces valeurs-là à partir des essais in situ, comme l'essai pressiométrique. Donc c'est en résolvant cette équation-ci pour une poutre sur, comme on l'a dit, sur appui élastique, où l'inconnu en fait c'est Y, dans la déformation de notre poutre qui est dans ce cas l'écran de soutènement. Donc c'est en résolvant cette équation qu'on peut retrouver en fait les différentes sollicitations sur notre écran de soutènement. Et voilà, à partir de ces sollicitations, on peut dimensionner notre écran de soutènement. Donc cette méthode est appliquée dans tous les cas où évidemment la méthode d'équilibre limite est applicable, mais aussi dans les cas où ce n'est pas applicable. Donc dans les cas où on a plus d'un appui, cette méthode est aussi applicable. Si on a deux niveaux d'ancrage, trois niveaux d'ancrage, cette méthode est applicable. Donc c'est une méthode assez générale. Donc comme on l'a dit, le sol se comporte comme un milieu élastique avec certaines propriétés qui peuvent être déterminées par formule empirique à partir des résultats d'essais in situ, comme l'essai pressiométrique qui est très réalisé en France. Donc à partir de cette méthode, on peut avoir, comme on l'a dit, on peut avoir la déformation. Et à partir de la déformation, on peut calculer la contrainte. À partir de la contrainte, on peut calculer l'effort de cisaillement, donc l'effort tranchant qui est là.
Et également, on peut, à partir des faux tranchants, en intégrant les faux tranchants, on peut déterminer le moment fléchissant dans notre écran. Donc voilà en gros la méthode d'interaction sol-structure présentée. Généralement, cette résolution d'équation ne se fait pas de manière manuelle parce que vous pouvez imaginer que c'est un peu complexe la résolution de cette équation qui prend en compte plusieurs paramètres. C'est généralement des logiciels spécifiquement dédiés qui permettent de résoudre cette équation. Il y a plusieurs logiciels commerciaux qui permettent de faire ça. Et sans publicité, il y en a plusieurs. Il y a le logiciel Caria, il y a le logiciel Rideau, il y a le logiciel Geo5 et il y a plusieurs autres logiciels qui permettent de résoudre cette équation et de dimensionner les écrans de soutènement. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je fais cette vidéo, comme je vous l'ai dit, en prélude à notre formation complète où on va voir des cas pratiques sur le dimensionnement de ces écrans de soutènement. Donc on va faire des calculs complets, que ce soit pour la méthode d'équilibre limite, que ce soit pour la méthode d'interaction sur l'instruction. On va faire des exemples concrets de A à Z pour dimensionner ce type de structure. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je vous ai dit, je vous ai mis nos contacts en début de vidéo, notre adresse mail et notre numéro WhatsApp. Contactez-nous et nous sommes disponibles à vous répondre. Allez, ciao, merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous fait beaucoup plaisir de liker, de partager avec vos amis ce contenu si vous paraît intéressant. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.